Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance, et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessica Nel et j'ai créé ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leurs réussites dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle davantage des pédagogies coopératives. Donc cela fait écho au thème que l'on a pu aborder dans l'épisode 2 avec Émilie Roudier, mais également dans l'épisode avec Bernard Collot. Donc dans ces précédents épisodes, on avait pu mettre l'accent sur la structure école, sur les apprentissages autonomes. Et je trouvais intéressant d'aborder la question des liens entre les enfants, mais également entre enfants et adultes, lorsque tout le monde est placé dans un environnement qui va favoriser la collaboration, la coopération et l'entraide. Aujourd'hui, pour en parler, j'accueille Nathalie Penon. Bonjour Nathalie. Bonjour Jessie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me permets de te présenter en quelques mots avant de te laisser la parole. Tu as grandi en Afrique, tu nourris un intérêt particulier pour les pédagogies coopératives, la recherche en sciences de l'éducation, mais également les discussions à visée philosophique avec les enfants. Tu t'es formé pour être professeur des écoles et tu as enseigné durant 10 années en classe Ulysse. Je rappelle également que tu es maman d'une petite fille de 5 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage de ton parcours, peut-être en commençant par le début ? Quel enfant tu as été ? Quel a été ton rapport à l'école avant que tu ne t'engages dans un parcours professionnel qui soit centré sur l'éducation ? Oui, avec plaisir. Alors, mon rapport à l'école n'a pas été, j'en garde pas un très bon souvenir. Alors, j'avais la chance de grandir en Afrique, donc j'allais à l'école que le matin et l'après-midi, mes après-midi étaient libres. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir vraiment du temps pour moi, d'avoir le temps de jouer, d'avoir le temps de. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et une maman qui était très présente aussi, du coup, pour tout l'aspect écoute et émotion. Mais c'est vrai que le souvenir que je garde de l'école, c'était plus un lieu de souffrance. Alors, à l'école élémentaire, pas vraiment les apprentissages, mais plus les relations aux autres. Voilà. J'avais le sentiment que lorsque je rencontrais une difficulté, j'ai toujours été très sensible, donc quelque chose qui me touchait, qui me rendait triste ou qui me mettait en colère, je trouvais pas d'aide à ce niveau-là. Et j'étais très démunie en fait dans les cours de récréation. Et j'ai pas grandi avec une belle image de moi. J'avais une image de moi, je me croyais grosse, alors que maintenant, quand je regarde les photos, je ne l'étais pas. Et et puis j'avais pas une image de moi en tant que bonne élève. Et c'est pareil quand je re-regarde mes carnets de notes ou mes travaux de quand j'étais petite, en fait, j'étais pas une mauvaise élève, mais c'est l'image que j'ai développée et que j'ai construite de moi en fait à travers ce que j'ai vécu à l'école. Mais est-ce que tu vivais avec les autres ? C'était quoi ? Essentiellement des incompréhensions ? Oui, et puis je pense que dans mes réactions et dans mon attitude, j'attirais aussi certaines choses, mais je vivais tout de façon exponentielle. Quand un enfant ne voulait pas jouer avec moi, c'était de suite très dur à vivre. Je ne comprenais pas, en fait, je comprenais pas. J'avais beaucoup de mal à comprendre les réactions des autres. Et comme c'était pas quelque chose qui était qui était mis en valeur en fait dans les écoles, on n'y prêtait pas attention. Je me rappelle très bien avoir été voir la maîtresse parce que j'arrivais pas à aller aux toilettes. Un enfant faisait que ouvrir la porte et les WC étaient donnés sur la cour. Donc en fait, je me retrouvais la culotte baissée devant tout le monde. Donc j'ai fini par m'enfermer à clé alors qu'on n'avait pas le droit. Donc j'ai mal vécu ce moment. Et quand je suis allée en parler à l'enseignante, elle m'a dit ah, mais c'est pas beau de rapporter. Voilà. Donc j'avais vraiment ce sentiment-là de déjà quand tu vis quelque chose, si tu en parles, ce n'est pas bien.
Et puis, ce que tu ressens, on n'en a rien à faire en fait, on s'en moque. Et c'est pas ça qui compte. Voilà, vraiment cet aspect-là. Et en fait, quand je suis rentrée en France, bon, mon lycée a pas été évident parce que je venais de perdre mon père, donc au niveau émotionnel, j'étais pas forcément dans les meilleures conditions. Mais par contre, j'ai fait mes études à Montpellier et quand j'ai rencontré d'abord l'animation, ma formation BAFA, et je me suis retrouvée dans une situation où on échangeait, on communiquait, des discussions, des temps de parole. Et là, je me suis rendu compte que mes idées pouvaient intéresser les autres et que j'apprenais beaucoup plus quand j'échangeais, quand je parlais avec les autres. Et je me suis passionnée en fait pour ces échanges. Voilà. Donc, quand tu as fait ton BAFA, tu savais que tu allais partir dans l'enseignement ou c'est venu progressivement? C'est venu progressivement en fait. J'ai passé mon BAFA et du coup j'ai décidé d'aller en sciences de l'éducation. Et en fait, donc j'ai fait une licence en sciences de l'éducation et dès le début, j'ai assisté à un cours de Michel Tozzi sur la philosophie avec les enfants. Alors là, déjà, ça a été la révélation. Je me dis, oh, c'est ça la philosophie, mais en fait, c'est la vie. Donc, du coup, pour moi, la philosophie était une matière qui était incompréhensible. J'ai aucun accès, vraiment bloqué. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est ça. Donc, je suis allée le voir à la fin du cours en lui disant, vraiment, c'est fabuleux ce que vous faites, j'adore. Vous m'avez redonné goût à la philosophie et je trouve ça incroyable de permettre à des enfants de faire ça. Je pense que ça faisait vraiment écho à mon vécu. Et là, tout de suite, il m'a dit, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire votre stage dans la classe de Sylvain Connac. Et là, je me suis retrouvée donc dans la classe de Sylvain Connac. Et c'est là que l'aventure a démarré en fait. Sylvain donc est maintenant chercheur en sciences de l'éducation à l'université toujours de Montpellier, Montpellier 2, Paul Valéry. Et à l'époque, il faisait sa thèse sur les pédagogies coopératives. Et il y avait tout un projet qui était soutenu par l'université. Donc l'école, c'était une école en ZEP, vraiment les quartiers très difficiles de Montpellier. Et toute l'école était coopérative. Donc ils avaient mis en place que des classes uniques, du CP au CM2, avec un effectif réduit. Et ils avaient développé, toute l'équipe, un projet pédagogique fondé autour des pédagogies coopératives. Et j'ai passé 3 ans, avec une année où je suis allée à Montréal, entre-temps, entrecoupée, mais 3 ans dans l'école, c'était un peu ma deuxième maison. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passait? Qu'est-ce que tu as découvert? Alors, c'était très riche et incroyable. Donc en fait, les pédagogies coopératives, c'est toutes les pédagogies qui vont permettre la coopération et où la coopération est vraiment un outil, on va dire, d'apprentissage pour les enfants. Donc le projet pédagogique qu'ils avaient construit était basé sur la pédagogie Freinet, la pédagogie du troisième type aussi de Bernard Collot, la pédagogie institutionnelle. Donc en fait, ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant, parce que c'était moi ce qui m'a toujours gênée dans les pédagogies alternatives, c'était ce côté où cette pédagogie est géniale, on va l'appliquer. Le côté on applique. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, en fonction des besoins de l'école, des familles et du public qui était autour, ils avaient développé un projet pédagogique pour y répondre. Et en fait, ils étaient vraiment partis des besoins des enfants, des besoins des familles, des manques qu'il y avait. Donc, on partait pas des programmes. Donc, déjà, c'était vraiment l'enfant était au cœur, mais aussi les adultes. Et tout était coopératif jusqu'à la direction. C'est-à-dire que la direction était tournante. Chaque jour, c'était un enseignant différent il y avait même un partage, voilà. Et la première chose qui m'a marquée, c'était que chaque parole, que ce soit un enfant, un adulte, moi qui n'avais aucune expérience dans l'enseignement et qui arrivais toute neuve de sciences de l'éducation, les idées de chacun étaient vraiment autant importantes que celles des autres. Il n'y avait pas de hiérarchie en fait, et on pouvait très bien critiquer la la parole de quelqu'un qui était là depuis 10 ans comme critiquer celle de quelqu'un d'autre de la même façon. En fait, il n'y avait pas de différence. Et là,
il y a réellement une idée de sécurité. Et c'est vraiment ce qui est mis en avant en fait dans les discussions à visée philosophique. Parce que l'idée, c'est de créer un climat où les règles font que les enfants vont pouvoir échanger en sécurité psycho-affective. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont pouvoir dire le fond de leurs idées sans qu'il y ait de répercussions en fait derrière, sans qu'on se moque d'eux, sans qu'il y ait de railleries, sans qu'on les dévalorise. Et c'est ce qui permet justement à chacun d'être lui et de se sentir bien. Donc ça, c'était au niveau de l'équipe. Donc déjà, je me suis sentie autant importante que les autres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et ce que j'ai adoré dans la classe, c'est que c'était une fourmilière. L'enseignant Sylvain était assis la plupart du temps à son bureau. Et les élèves se levaient, travaillaient. Tout le monde était en activité en permanence. Et en fait, les enfants allaient voir l'enseignant lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Donc, il y avait pas mal d'outils, il y avait énormément d'outils qui étaient mis en place. Et chacun pouvait avancer à son rythme. Donc, ils avaient vraiment du CP jusqu'au CM2 pour acquérir les compétences. Donc, c'était vraiment un compromis intéressant pour à la fois rester quand même dans le système classique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des compétences à atteindre à la fin, mais il y a plein d'outils qui vous permettent de le faire à votre rythme, en étant vous-même et de façon humaine et en ayant énormément de projets concrets comme voilà les sorties, comme l'expliquait, je me rappelle plus son nom, mais dans la pédagogie, dans un de tes podcasts. Émilie Roudier, Ben peut-être, qui parlait des oui, sorties avec les enfants. voilà, c'est eux qui organisaient, qui faisaient les devis, qui appelaient les prestataires. Voilà, tout ça, ça faisait partie aussi de la vie de classe. Il y avait des temps de travail personnel où les enfants organisaient leur plan de travail et donc décidaient de travailler des compétences scolaires. Donc ils avaient ils ont construit dans cette équipe. Alors je suis désolée si je pars un peu dans tous les sens, tu me reprends, mais Oui, oui, je te suis. J'espère que les oui. auditeurs également. Il y avait un outil qu'ils ont construit. Donc les enseignants se retrouvaient chaque vacances scolaires, tous ensemble, avec leur famille. Et le matin, ils travaillaient sur le projet, sur l'école Antoine Ballard. Et l'après-midi, ils allaient en rando. Et ils ont développé un fichier PIDAPI. Donc en fait, c'est un ensemble de fiches auto-correctives et qui ont découpé avec les ceintures de couleur de la pédagogie institutionnelle, comme les ceintures de judo, toutes les compétences du programme par domaine, donc en vocabulaire. Et donc les enfants euh, avaient la possibilité de travailler, admettons, voilà, là, en ce moment, moi j'ai envie de progresser, admettons, en géométrie. Donc j'ai décidé de passer ma ceinture verte en géométrie. Donc sur mon temps de travail et mon plan de travail, à l'heure où j'ai décidé de travailler ça, je vais dans le classeur des fichiers PIDAPI, je prends la leçon avec les exercices autocorrectifs, il y a des exercices d'entraînement et quand je suis prêt, je passe le test. Et si le test est validé, je valide ma ceinture, donc j'ai grimpé en niveau en géométrie. Et du coup, ils avaient le tableau affiché dans la classe avec leur ceinture de couleurs pour voir où ils en étaient et aussi pour permettre aux enfants qui avaient besoin d'aide pour passer une ceinture de pouvoir aller chercher un élève qui avait déjà travaillé cette ceinture-là. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir l'enseignant, les enfants pouvaient vraiment aller chercher la ressource, aller voir le tableau des ceintures. Ah, lui, il a déjà travaillé cette compétence-là, donc je vais aller lui demander de l'aide. Voilà, donc il y avait aussi les temps d'apprentissage de lecture, donc où Sylvain travaillait avec les CP, il y avait un petit temps de lecture tous les matins, il y avait les productions libres, les enfants écrivaient une phrase, ensuite chacun lisait sa phrase, on en choisissait une, on la corrigeait, on faisait du toilettage de texte pour faire de la grammaire. Il y avait pas mal de moments dans la classe qui étaient instaurés comme ça pour travailler les compétences entre guillemets scolaires. Et, euh, et les enfants étaient heureux, vraiment. J'ai vu des enfants, donc des enfants de quartier, parce que je suis du coup partie en sortie, en classe découverte avec eux, aborder de façon très polie des personnes qui croisaient dans la rue et très curieux, leur poser des questions. Ils étaient jamais allés en randonnée. Ah pourquoi est-ce que vous avez des bâtons? À quoi ça sert? Être dans le respect, la bienveillance, le non-jugement. Enfin, c'est très beau. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah oui, je veux devenir enseignante et je veux enseigner comme ça. Oui. Le déclic, oui. Justement, tu parlais de cette Mm. possibilité d'entraide.
de sortir d'une forme de verticalité par rapport au Mmh. savoir. Et je voulais te lire une petite citation que je trouvais inspirante par rapport à la coopération pour avoir ton avis. Alors je vous la lis, il s'agit d'une citation de Barthélemy Profit. Ainsi, par la Mmh. discipline autoritaire d'une part et par le système de compétition d'autre Oui. part, sont emprisonnés les rapports naturels qui devraient exister entre les élèves, comme entre eux et le maître. Il ne peut y avoir aucune solidarité acceptée dans une école où le maître n'est qu'un caporal. Il ne peut y avoir aucune coopération dans une école où les élèves pratiquent quotidiennement le chacun pour soi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Bah, je suis totalement d'accord avec cette citation que je connaissais. Euh, Tu vois, quand j'ai observé beaucoup les écoles et les dernières prises de conscience que j'ai eues, c'était on apprend aux enfants à se couper d'eux-mêmes et à se couper de leurs émotions. Pas parce qu'on le veut, pas parce qu'on n'est pas un enseignant bienveillant. En fait, tous les enseignants veulent le bien des élèves et travaillent beaucoup pour ça, mais le système fait que on apprend à se couper de ses émotions et à se couper de soi. Comment ça se passe? Ben, en récréation, quand 2 enfants se disputent et que c'est le 15e enfant qui vient vous voir et qu'on est là depuis 8 heures du matin sans pause, à un moment donné, ce qui va se passer, et ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on va dire aux enfants, bah écoutez, c'est pas grave, vous jouez chacun de votre côté. Qu'est-ce qui se passe? On étouffe l'émotion, on n'apprend pas à régler le problème, donc il n'y a aucune communication. Par contre, on apprend à être bien disponible à l'heure de démarrer les mathématiques. Et surtout en classe, on n'a pas le droit de s'entraider et on va empêcher les enfants d'interagir. En plus, la plupart du temps, ces 2 enfants, quand ils vont revenir en classe, ils vont continuer à s'envoyer des pics dans la classe et on va se fâcher parce qu'ils n'écoutent pas. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ben ça crée quand même une certaine animosité, ça crée une absence de communication, une absence de relation. Et clairement, quand je vois des adultes qui interagissent des fois dans les équipes et qui n'ont pas capacité à s'écouter, ben je le comprends en fait, parce qu'on l'apprend depuis tout petit. On apprend à ne pas savoir le message qu'il y a derrière l'émotion. Ce qui est très intéressant, du coup j'en viens à la coopération, c'est que déjà on considère, les enfants apprennent très vite que l'autre est au moins autant important que lui. Peu importe ce qui se passe, il est au moins autant important que lui. Et j'avais été marquée de voir des enfants qui pouvaient s'être disputés à la récréation et être d'accord sur une idée en discussion à visée philosophique. Je connais pas beaucoup d'adultes qui sont capables de faire la part des choses, d'avoir une très grosse dispute 10 minutes avant, mais par contre, au moment où on va rentrer pour faire autre chose, mettre ça de côté et pouvoir s'accorder sans rancune et comme s'il ne s'était rien passé. Qu'est-ce qui a permis ça? Ce qui a permis ça, c'est que ben déjà il y a eu quelque chose qui a été mis en place pour régler, pour mettre des mots et pour gérer ça. Donc là, à l'époque, c'était les messages clairs, ça peut être la communication non violente, ça peut être juste de prendre le temps d'échanger, de discuter sur ce qui s'est passé, de mettre des émotions. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément? Ah oui, oui, il y avait étant donné que c'était des classes fondées aussi sur les pédagogies institutionnelles, il y avait tous les outils Fernand Houry disait, on ne laisse pas son inconscient au porte-manteau. Donc à un moment donné, si on croit qu'on va pouvoir le laisser à l'extérieur, à un moment donné, ça va forcément exploser en classe. Et puis quand on se retrouve dans des classes avec des enfants qui n'ont pas forcément une vie de famille facile et qui ont qui vivent des choses qui sont déjà à fleur de peau, si on pense qu'on va pouvoir étouffer tout ça, à un moment donné, ça explose en classe. Et c'est ce qui se passe dans énormément de classes. Là, ce matin, j'entendais encore le niveau des élèves en orthographe est très mauvais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ben, on va leur rajouter encore 1 heure de français. Bah oui, allez-y. Le C'est vrai cadeau. que bah, s'ils sont pas capables de rentrer dans les apprentissages, c'est forcément la quantité d'heures qui manque. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ce qui manque, c'est qu'en fait, on enlève le côté humain. Et dans les classes coopératives, alors donc bon là il y avait ces outils-là qui étaient mis en place, ils sont discutables comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire que ben quand on va avoir des enfants qui explosent tout le temps, ben oui on va poser un cadre très clair avec des institutions. Je me questionnais quand j'écoutais Bernard Collot dans un de tes podcasts dire que c'était quand même artificiel. Il a raison,
C'est-à-dire que on n'est pas dans entre guillemets le naturel, mais comme il le dit aussi, on a besoin de mettre un cadre au départ qui est très clair et qui permet d'identifier ce qui se passe pour qu'après on le fasse évoluer quand les choses s'apaisent. Mais c'est vrai que du coup, si on permet pas aux enfants de vivre tout ça, alors oui, peut-être que l'enseignant est un peu plus tranquille jusqu'à ce que ça monte vraiment et que ça explose. Mais à un moment donné, c'est un gros manque aussi pour eux. Donc là, quand on permet la coopération, on permet l'entraide, on permet les conflits, on permet l'apprentissage de régler les conflits. Et en plus, ce qui est particulièrement intéressant et ce que met en avant beaucoup Sylvain Connac dans l'ensemble de ses recherches, c'est que le tutorat, qui est vraiment un outil matérialisé dans la classe, c'est-à-dire qu'un enfant peut dire, voilà, moi j'ai besoin d'un tuteur, j'aimerais choisir tel enfant. Les enfants apprennent à devenir tuteurs parce que être tuteur, c'est pas donner la réponse, c'est pas aider au détriment de son propre travail. Donc il y a énormément de compétences sociales qui se mettent en jeu. Le tuteur, lui, va pouvoir mettre en pratique immédiatement les connaissances qu'il a apprises. Donc du coup, il va beaucoup mieux les retenir parce que on en arrive à la métacognition. On est capable de dire, bah oui, j'ai appris ça. Comment je l'ai appris? Comment est-ce que je peux t'aider toi aussi à l'apprendre? Et l'enfant qui est tutoré, va pouvoir avoir une aide peut-être beaucoup plus rapide et beaucoup plus directe que l'enseignant qui n'est pas forcément dispo immédiatement. Donc ça a énormément d'avantages et aussi, enfin voilà, sur le plan des habiletés sociales, c'est très riche. Et comme c'était des pédagogies aussi fondées beaucoup sur la démocratie, il y avait beaucoup l'idée de démocratie présente. C'était un peu comme une mini-société en pratique où on teste les limites d'un système, où on les pratique, on apprend le vote. Là, le vote, ok, mais ça ne convient pas quand même. Comment on peut faire évoluer? Voilà, c'était C'est très quand très même un riche. sacré apprentissage que d'être acteur de ce Oui, qu'on vit, oui, que oui. de pouvoir questionner aussi les limites et le cadre qui a été mis en place. Est-ce que tu peux Mm, parler de ce que tu as pu mettre en place en classe Ulysse? Enfin, tout moi à que tu fait, n'ai pas tout à fait tout à fait. terminé par rapport à la classe de Sylvain Connac. Dis-nous, je ne vais pas aller trop vite, hein. Non, on pourrait en parler longtemps, c'est tellement, tellement riche, il y a tellement de choses qui étaient mises en place. Mais oui, je peux parler. Du coup, donc j'ai passé le concours. Et mon premier poste, après mon année de stage où j'étais en CE1, a été en Ulysse. Donc ça a été une expérience très difficile au démarrage. C'était une ouverture de classe, donc j'avais des élèves en grande rupture et en grande explosion. C'était assez compliqué. Et en fait, ça a été. Mais est-ce qu'en classe Ulysse, finalement, il y a un accueil d'élèves de différents âges? Enfin, est-ce que tu peux nous préciser tout Alors, il y ça? a des personnes de différents âges. En fait, l'ULIS, c'est ce qu'on appelle une unité d'enseignement. C'est en école ordinaire et on accueille des enfants qui sont reconnus par la MDPH, donc qui ont un trouble reconnu par la maison départementale du handicap. Donc ça peut être de la dyslexie, de la dyspraxie, ça peut être de l'autisme, ça peut être. En fait, là pour moi aujourd'hui, c'est tous les mots qu'on met sur les enfants qui ne sont pas rentrés dans le moule de l'éducation nationale. Voilà, moi, je suis convaincue maintenant aujourd'hui qu'il y a des enfants, si si on leur avait permis plus d'être eux, s'ils avaient eu confiance en eux, c'est surtout ça, parce qu'il y a beaucoup une histoire de confiance dans les apprentissages et de plaisir et de pouvoir être soi, on n'aurait peut-être jamais décelé un trouble en fait. Vraiment, j'en suis convaincue aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est un peu. Mais oui, j'en parle un peu dans l'épisode de l'enfant Mhm. miroir. Est-ce que finalement, toutes ces étiquettes ne sont pas en partie le fruit du système qu'on met en place autour d'eux et des attentes qui pèsent sur C'est les ça. enfants, hein? Et puis, tu vois, je me dis, parce que j'ai réfléchi à une école idéale. Et finalement, quand tu y réfléchis bien, dans une école où il n'y a pas de date de péremption des apprentissages, parce qu'on nous fait quand même croire que si on n'apprend pas à lire à tel âge, c'est foutu, on ne saura jamais lire. Si t'as pas appris le théorème de Pythagore à tel âge, t'es nul en maths, tu seras nul en maths toute ta vie. Ah, d'accord. Donc en fait, passé cet âge-là, j'ai plus le droit. Ouais, on n'a plus le droit de dire, on n'a plus le droit d'y revenir. C'est quand même incroyable de réaliser ça, de se dire que non, adulte, on peut pas revenir sur des savoirs qu'on n'a pas compris enfant. Enfin, c'est périmé, c'est Donc voilà, s'il y a plus cette considération-là, s'il y a plus l'idée de à tel âge il faut savoir telle chose,
Que oui, il y a des personnes, elles n'apprendront pas les mêmes choses que les autres. Oui, il y a des personnes qui passeront peut-être jamais le bac, mais à un moment donné, si au lieu de les mettre de côté, on les acceptait, on leur permettait ça, ce serait quand même complètement différent. C'est-à-dire que il pourrait très bien y avoir des enfants avec ou des adultes, ou même pourquoi limiter les âges? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre tous les uns avec les autres et apprendre tous les uns des autres? Puis c'est très lourd pour un enseignant de porter tout le savoir de la terre à lui tout seul. Enfin, c'est quand même hyper hyper compliqué. Et c'est vrai que oui, je me dis, il y a des enfants, peut-être que si juste ils avaient plus la possibilité d'aller dehors parce qu'ils ont besoin de bouger, ils seraient très disponibles sur un temps peut-être plus court, mais apprendraient peut-être beaucoup plus une notion que d'autres auraient appris en beaucoup plus de temps. Enfin voilà, on ne sait pas. Mais en fait, c'est tout le jeu aussi de comment enseigner. Et ça, c'est ce que j'ai appris en Ulysse. C'est-à-dire que j'ai appris à partir des enfants. Bon, déjà, j'ai eu toujours énormément de mal à préparer en avance. Moi, j'étais admirative des enseignants qui étaient capables de préparer leur année pendant l'été, alors qu'ils ne connaissaient pas encore les élèves qu'ils allaient avoir. Bon, j'ai essayé parce que je me disais, t'es pas une bonne enseignante, il faudrait que tu arrives toi aussi à faire ta programmation, ta progression, tes séances, puis au moins tu serais un peu plus tranquille, entre guillemets. Je crois que le maximum que j'ai réussi à faire, c'était peut-être 2 semaines de classe et je faisais la première séance et puis je changeais tout. Je recommençais, j'avais perdu énormément de temps à préparer plein de choses qui en fait ne fonctionneraient pas. Et puis, mais c'est terrible cette pression qu'il y a de l'éducation nationale parce que les formateurs viennent dans ta classe et te disent: ah mais t'as pas anticipé ça. Oui, mais enfin, en fait, comment je peux anticiper quelque chose qui n'existe pas encore? Il vaudrait peut-être mieux. Et en fait, on demande aux enseignants, c'est une charge de travail énorme, de préparer et d'anticiper tout ce qui pourrait se passer. Donc tu passes des heures à penser ce qui va peut-être arriver. Et en plus, si ça n'y arrive pas, tu as bossé pour rien. Et on te dit que ton travail n'est pas bon parce que tu n'as pas anticipé la bonne chose. Oui, mais j'ai quand même travaillé 5 heures cette nuit. Alors, tu t'y prenais comment sans préparation? Au début, quand j'ai démarré en Ulysse, c'était très compliqué. J'avais vraiment des élèves qui étaient en très très grande souffrance. Donc, il y avait des chaises qui volaient dans la classe. J'avais une élève qui mangeait de la colle, qui se taillait le doigt dans le taille-crayon. J'avais un petit qui hurlait en permanence. Un autre, quand j'utilisais le mot travail, il explosait. Donc, en fait, au début, on a joué. On a joué. Et en fait, j'ai tout de suite utilisé tout ce que j'avais appris en pédagogie institutionnelle. Donc, les ceintures de comportement, tout ce qui permettait de mettre des repères visuels aux enfants et de leur dire là, ce que tu fais, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord, donc non. Quand tu feras ça, tu auras droit à. Donc c'était un cadre très rigide, mais en fait, petit à petit, ça a porté ses fruits. Et les enfants se sont apaisés et ont passé énormément de temps à chanter. Je chantais beaucoup avec eux parce que c'était le seul moment, parce que qu'est-ce que j'ai pleuré quand j'étais dans cette classe au début, c'était terrible. Et en fait, petit à petit, quand ils ont commencé à prendre confiance en eux, à se sentir mieux, ça allait mieux. Mais moi, j'étais pas bien parce que j'avais l'impression de pas faire mon métier d'enseignante. Et j'ai vraiment eu une belle crise d'identité professionnelle. Je voyais que je pouvais pas enseigner parce que si j'enseignais, ben, je survivais pas. Je ne survivais pas dans la classe, mais donc j'écoutais leurs besoins et en même temps j'avais l'impression de trahir l'éducation nationale parce que je ne faisais pas mon métier. Et j'ai demandé à passer le KPSH, donc j'ai fini par avoir l'autorisation et là ça a été une belle révélation parce que du coup on étudie énormément les différents. Alors on parle de troubles, mais maintenant je me rends compte c'est on étudie les différentes façons d'apprendre des enfants. C'est ça en fait. C'est que on apprend à identifier. Pas, maintenant, tu vois, avant c'était où est-ce qu'il y a un problème. Mais en fait, c'est pas où est-ce qu'il y a un problème, c'est on apprenait à identifier comment le cerveau de cet enfant procédait. Et à partir du moment où on avait compris ça, eh ben en fait, on pouvait lui permettre. En fait, ce que j'ai appris, c'est déjà à ce qu'ils viennent avec le sourire à l'école. Donc si pendant 2 mois on fait pas d'apprentissage scolaire, on n'en fait pas. Pas grave. On décore notre classe, on apprend à se connaître, on apprend à se parler sans se crier dessus, on apprend à gérer les émotions, à avoir des émotions adaptées au type de situation. Enfin, il y avait vraiment tout un pan de construction de communauté
Mm. C'est énorme aussi. En amont Oui. et de coopération. C'était quand même le fondement de ce que je prônais. Et après, en fonction d'eux et en fonction de comment ils étaient, de toute façon, ils allaient d'eux-mêmes en fait vers eux, vers les apprentissages. Et ils apprenaient à se connaître, à connaître leur façon d'apprendre et à développer les outils qui leur permettaient d'accéder aux connaissances. Et je leur disais tout le temps à mes élèves, je leur disais, mais en fait, le problème, il vient pas de vous. Il vient de l'incapacité de l'école à s'adapter à votre façon incroyable d'apprendre. Génial. Et là, ça changeait tout. Là, ça changeait tout. Et j'ai eu des élèves, on m'avait dit, parce que bon, bah voilà, quand ils arrivent dans ma classe, ils viennent de classe ordinaire. Souvent, ça a pris des années, le temps que les parents acceptent, le temps que tout ait été testé en classe. Enfin, voilà, c'est un processus hein, qui n'est pas facile pour personne. Et en fait, quand ils arrivent, bah, les collègues sont aussi en souffrance parce ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, ils ont aussi une image des enfants qui est... Ça, on sait qu'on met des étiquettes aussi, on apprend à mettre des étiquettes. Hein. Ah non, mais lui, tu n'en feras jamais rien. Il n'est pas capable d'écouter une phrase. Alors c'est vrai, hein, ce petit, il n'était pas capable d'écouter une phrase de 3 mots. Et ben la dernière année, il était plus dans ma classe, il était à temps plein en CE2. Voilà. Et parce que en fait, j'ai jamais lâché, j'ai jamais, déjà, je leur permettais pas de dire, en fait, je supportais pas quand ils disaient, mais non, mais de toute façon, j'y arriverai pas parce que je suis handicapée ou je suis nulle. Alors là. Et en fait, je leur montrais, mon objectif c'était de leur montrer que c'est pas parce qu'ils faisaient différemment qu'ils n'allaient pas y arriver. Et que oui, peut-être qu'ils feraient pas les mêmes choses que les autres, mais ça faisait pas d'eux des moins belles personnes en fait. Et ils m'ont énormément appris en fait. Et qui a dit qu'on devait Mm. faire tous la même chose. Mm. Si on est tous différents, on n'a pas forcément tous le même chemin à suivre. Exactement. Hein. Mm. Voilà. Et ils m'ont énormément appris parce que j'ai appris à partir d'eux. Donc ça m'arrivait de tester des choses et d'observer, de beaucoup les observer dans le jeu, dans des activités humaines en fait, et de voir et d'avoir un déclic, de dire ah oui là, je sais pourquoi ce que j'ai proposé n'a pas fonctionné. Et du coup, je vais proposer. Et en fait, ils progressaient tous à leur niveau. Et ils étaient heureux d'être là, en fait. C'est surtout ça. Ça a toujours été ça ma priorité, c'était qu'ils soient heureux. Et aussi de m'écouter. Il y avait des jours où il y avait des choses que j'avais préparées, mais je n'avais pas envie de les faire. Et ben, je m'écoutais, je les faisais pas, et on faisait autre chose. Et ça marchait très bien, en fait. Et cette angoisse, alors de temps en temps, j'avais l'angoisse de l'enseignante qui me revenait. Ah, purée, ça, je l'ai pas fait dans le programme. Peut-être que je devrais. Alors, je préparais une belle séance bien type enseignante. Je démarrais le matin, je regardais leur tête et je disais non, mais je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas grave, on va faire autre chose, vous inquiétez pas. Et en fait, pardon, vas-y. Non, c'est riche ce que tu es en train de partager parce que là, tu es en train de séparer d'une part la personne qui s'écoute et qui écoute les besoins de l'enfant et d'autre part ton rôle d'enseignante. Et en t'entendant, on voit Mm, que ce sont deux aspects qui se tout à superposent fait, pas. tout à fait. Et au final, c'était des élèves qui, quand ils retournaient en classe ordinaire, parce que je leur permettais d'y retourner, parce que le but c'est de l'inclusion. Alors aujourd'hui, un des biais, et c'est ce qui fait aussi que je suis en train d'en sortir, c'est que c'est l'inclusion à tout prix. C'est-à-dire il faut les inclure. Et alors qu'il y a des enfants qui sont vraiment en rupture avec le système et avant de pouvoir retourner dans une classe ordinaire, ils ont besoin de se reconstruire. Et donc bon, moi j'ai toujours inclus les élèves quand je savais que que ça allait bien se passer. Puis je travaillais énormément aussi avec les classes de l'école. Travailler la représentation, le handicap, la différence. J'intervenais beaucoup dans les récréations pour aider à gérer les conflits aussi entre les enfants des autres classes. Et, euh, et du coup, quand ils allaient en classe ordinaire, ils n'avaient pas vu, même pas, peut-être pas la moitié du programme, mais ils avaient tous les outils pour y arriver et pour rattraper et poursuivre, et surtout la confiance en eux, en fait, ça y fait énormément. Donc on veut Beaucoup. inclure à tout prix dans un système qui Oui, exclut sans qu'on le voie c'est forcément, ça. sans qu'on en ait conscience. Mais c'est un peu paradoxal. C'est un peu ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est triste parce que du coup, les enseignants souffrent. Et forcément, de toute façon, tu sais, aujourd'hui, moi, quand j'observe les collègues,
quand j'observe une école, parce que quand on est enseignant spécialisé, on est un peu à part. Et c'est qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui est heureux dans une école. Que ce soit les enfants et que ce soit les enseignants. Il y a, moi, je ne vois personne heureux. Enfin, après, dans les écoles où j'ai été, là, je vois, j'ai réussi à trouver une petite école de village pour ma fille. Il y a une belle ambiance, l'équipe est petite, les effectifs sont petits. Donc là, on voit qu'il y a du bonheur et ça se voit vraiment. Mais dans des grosses écoles prises dans le système où il y a beaucoup de familles, c'est ça dont j'ai pas parlé. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont progressé dans ma classe, il y avait un gros travail avec les familles. Je passais énormément d'heures avec les familles. Et qu'est-ce qui marchait? C'était pas quand je leur disais, votre enfant, il sait pas faire ça, je vais lui apprendre à faire ça. Ça fonctionnait pas. Ce qui fonctionnait, c'était quand, déjà, je les écoutais. Et quand je leur disais que, mais en fait, là, oui, votre enfant, il se sent pas bien, il souffre. Et on va faire en sorte qu'il se sente bien, en fait, qu'il soit heureux. C'est ça la priorité. Et les apprentissages, ça viendra après. Et en règle générale, même pour des familles avec qui il a fallu plus travailler le temps de créer un lien de confiance, parce que c'était des familles, les familles ne peuvent pas rentrer dans l'éducation nationale, dans les écoles. C'est fermé, c'est portail clos. Donc c'est un monde qui leur est pas connu. Et en plus de ça, on leur dit que leur enfant pose problème. Leur enfant ne peut pas faire comme les autres, leur enfant dérange les autres, leur enfant, et c'est terrible, terrible pour la famille. Donc là, quand on ouvre déjà les portes, oui, vous pouvez venir dans la classe, il n'y a pas de problème. Et puis oui, votre enfant, il a un comportement qui fait souffrir les autres, mais c'est parce que lui, il souffre. Et peut-être que c'est parce qu'on l'a pas écouté, parce qu'on lui a pas permis de mettre des mots, parce qu'on n'a pas permis à ses émotions d'exister. C'est-à-dire qu'on veut les étouffer. Et quand ce lien est créé, il y a plus de conflit de loyauté entre le parent et l'éducation nationale, et l'enfant s'autorise à évoluer. Super intéressant. T'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu enseignes encore? Alors, je me suis arrêtée quelque temps. Je vais reprendre parce que voilà, le côté financier fait que je ne peux pas m'arrêter complètement. Mais aujourd'hui, je pense que je vais aller vers de l'accompagnement. L'accompagnement, je me vois bien accompagner des équipes qui construisent des écoles alternatives, parce qu'il y a ça aussi dont je me suis rendu compte. Étant donné qu'enfant, on n'apprend pas à, à gérer nos émotions, à communiquer, adulte, c'est compliqué aussi. Et on a très envie de faire différemment, donc de créer des nouvelles écoles, mais c'est pas parce qu'on crée une nouvelle école qu'on va dire je vais faire de la pédagogie freinée ou que je vais faire de la pédagogie Montessori. Juste on change d'outil en fait. Mais c'est pas parce qu'on change d'outil qu'on va faire différemment avec cet outil-là. Et ça demande aux adultes de se transformer réellement. Et c'est un travail de déconstruction pour construire sur des bases saines et pas reconstruire sur des bases qui sont déjà bancales. Et là, je me rends compte que c'est un gros amalgame. Bernard Collot disait aussi qu'il n'aimait pas le terme de modèle pédagogique. Et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est ce qui m'a toujours gênée dans les pédagogies freinées ou ouries, parce qu'on enferme. Et, et en fait, en enfermant, on oublie que quand ces personnes-là ont créé ces outils, ont créé cette philosophie, c'était en fonction d'un contexte, en fonction d'un public, en fonction d'une époque, en fonction de parents, en fonction du village, en fonction des locaux, en fonction. Et là, aujourd'hui, vraiment, je me dis, il faut apprendre à avoir confiance en soi. C'est-à-dire que il n'y a pas une recette qui fonctionne. Et peut-être une recette qui a fonctionné à tel endroit, elle ne fonctionnera pas du tout dans un autre endroit. Donc il faut que nous, adultes, on réapprenne à se faire confiance, à se dire je vais peut-être pas tout préparer en amont, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas y arriver. Et apprendre à écouter et à observer et à analyser et à avoir un langage qui ne va pas être enfermant. Dire à un enfant qu'il est génial, ça peut être autant négatif que de lui dire qu'il est nul. Parce que de dire à quelqu'un qu'il est génial, on l'enferme dans l'étiquette du génial. Le jour où il n'y est plus, il le vit très mal. Et en fait, il va tout faire pour rester génial. Donc, il va plus être lui au final. Parce qu'il va faire en fonction des attentes des autres.
Donc ça, on a toute une transformation à faire dans notre façon de communiquer. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très importante pour moi aujourd'hui. Je me rends compte que même moi, des fois, quand je vais m'exprimer, je suis enfermante, je mets des étiquettes sans m'en rendre compte. C'est pas grave de le faire. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est de l'identifier, de dire à un enfant, ah là, je suis désolée, je t'ai dit ça, j'aurais pas dû le dire comme ça. Je vais te réexpliquer en fait le fond de ma pensée. Et pour moi, le nouveau monde qu'on veut créer, c'est nouveau paradigme qu'on veut construire. Alors peut-être, voilà, je sais pas s'il y aura encore le mot école, j'espère pas. Autant te dire que l'éco-village de Pourgues, je pense que je vais aller y faire un petit stage. Mais c'est vrai que ça me questionne toujours, tu vois, par rapport aux villes où il y a des familles publiques défavorisées. C'est le genre de choses qui sont trop éloignées. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là aussi? Mais vraiment, Thomas d'Azembourg le dit très bien, la seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même. Et donc, à un moment donné, à force de vouloir changer les choses, peut-être que moi, ce que vraiment je me dis, c'est développer la conscience en soi et pour soi de ce qu'on a à transformer en nous. Et c'est ça qui va faire que le changement va induire. Et peut-être qu'on va utiliser des outils de la pédagogie freinée, peut-être de la pédagogie institutionnelle, peu importe. Mais ce qui est important, en fait, c'est qu'en utilisant ces outils-là, on conserve la philosophie de ce que l'on veut et qu'on ne perde pas le sens du bien-être de l'enfant et du bien-être de l'adulte aussi. Parce qu'on n'en parle pas, mais si l'adulte ne se sent pas bien, il ne pourra pas permettre aux enfants de se sentir bien. Donc voilà, j'aimerais accompagner des familles, accompagner des équipes d'enseignantes, accompagner des équipes dans des entreprises aussi pour recréer du lien, de la communication, arriver à prendre conscience, à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de mes émotions et de mes mécanismes inconscients et de ce qui est de l'ordre de l'objectif du travail, parce qu'il y a énormément d'équipes qui vont se disputer parce qu'elles perdent l'objectif principal en fait. Donc la communication, ça semble Oui. être le fil conducteur. S'il y a Mm. des personnes qui souhaitent te contacter, je pourrais peut-être mettre un lien sous la vidéo, si tu souhaites. Oui, avec plaisir. Ok. Et je t'entendais parler de philosophie, ça me fait réagir. C'est justement ce dont on parlait en introduction. Est-ce que tu as amené ces ateliers philo dans ta classe? Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a permis de conscientiser, ce que ça t'a permis d'apporter en classe? Alors en Ulysse, ça a été compliqué parce que la difficulté de l'Ulysse, c'est que c'est des toutes petites classes. Donc les enfants vont de l'âge de 6 à 12 ans, mais ils sont rarement tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a 12 élèves maximum, mais ils peuvent être en inclusion, ils peuvent être en prise en charge parce que y a toutes les prises en charge orthophonistes, psychomotricité, tout ça. Et donc c'est des trop petits groupes pour animer des discussions à visée philosophique. Par contre, j'en ai animé beaucoup quand je passais mon master dans des classes. Et j'en ai animé au sein d'écoles où j'ai passé plusieurs années, où on faisait des discussions à visée philosophique décloisonnées sur l'école. Les discussions à visée philosophique sont vraiment très riches parce qu'elles apprennent à développer plein de compétences et aussi à se décentrer des émotions. Il y a 3 compétences qui sont travaillées en discussion à visée philosophique, c'est argumenter, on apprend à argumenter son avis, à poser des questions, à problématiser et à conceptualiser, à définir. Et ce qui est très intéressant, c'est que on va se décentrer des exemples, des émotions, du vécu, pour se concentrer sur le concept. Donc en fait, là, quand j'étais dans la classe de Sylvain, donc j'ai observé des enfants pendant 3 ans. J'ai eu ma première année où j'étais tout le temps dans la classe. La deuxième année, je suis allée travailler sur la philosophie avec les enfants à Montréal. Et quand je suis revenue, donc j'ai retrouvé les mêmes élèves. Et c'était incroyable de voir les progrès effectués par les enfants et cette réflexivité, en fait, le penser par soi-même et le questionner. Et c'est quelque chose qui manque énormément et qu'on ne permet pas beaucoup aux enfants. Et même nous, on a des fois du mal à questionner ce que l'on vit. Et donc vraiment, ça permet de développer des compétences très riches parce que
alors, c'est pas confortable pour les adultes, hein, parce que du coup, c'est des enfants qui remettent en question beaucoup de choses. Mais c'est génial. Et j'ai vu des élèves qui, qui, qui avaient des réflexions qui, pour moi, pouvaient avoir des conversations avec des adultes, vraiment. Des capacités d'analyser, de poser des questions, et puis surtout aussi, parce que en fait, ce qui se crée au fil des mois, quand il y a des discussions, c'est toujours le même groupe et la discussion à visée philosophique, c'est qu'il y a vraiment une petite communauté de recherche qui se crée. Et j'avais interviewé moi des élèves avec qui j'avais fait 1 an de discussion à visée philosophique. Et ils avaient dit quelque chose de très beau à la fin. Il y a un petit qui m'avait dit, mais tu sais, Nathalie, ce qui est génial quand on fait des discussions à visée philosophique, c'est qu'au début, on se dispute. Tu vois, on se dispute parce que le copain, des fois, il dit notre idée avant nous. Et franchement, c'est très énervant au début. Et après, on se dispute plus parce qu'on se rend compte que même s'il dit l'idée avant nous, déjà, ce qui est important, c'est que l'idée soit dite. Et surtout, ça va peut-être nous donner une idée encore plus grosse après, plus grosse que l'idée que ce que j'aurais eu. Et donc, on est comme un bonhomme avec plein de bonhommes à l'intérieur qui construit des grandes idées. Et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Un enfant de CE1 qui avait dit ça, qui avait fait que 1 an de discussion à visée philosophique. Donc, quand on voit le pouvoir de cette institution, c'est fabuleux. Et ils apprennent donc à s'écouter, à accepter qu'il y ait des avis différents. Ça aussi, on peut très bien ne pas être d'accord et il n'y a pas une définition qui va être meilleure que l'autre en fait. Elles ont toutes le droit d'exister, comme on a tous le droit d'exister avec un trouble ou non, avec des idées différentes ou non, avec une peau noire ou une peau blanche. En fait, tout est possible et tout le monde a sa place. Et je trouve que ça va très très loin dans le vivre ensemble et dans. Mais oui, mais tu vois, je m'en rendais pas compte, mais en t'écoutant, je vois qu'il y a un réel lien, une continuité entre la coopération et ces discussions à visée philosophique. Tout à fait. C'est une autre fonction. Le conseil de classe dans la coopération avait une fonction de résolution de conflits, donc on était vraiment dans l'émotionnel, dans l'organisationnel. Là, voilà, dans la classe, toi, quand tu te lèves systématiquement pour faire ça, ça nous dérange, donc est-ce que tu pourrais faire autrement? Vraiment la vie quotidienne. La philosophie avait vraiment une fonction, c'était le sujet de mon mémoire, tu vois, en quoi les discussions à visée philosophique apportent une dimension supplémentaire. Pourquoi cette institution a sa place et là, oui, il y a vraiment, c'est ça, vraiment une dimension de réflexivité et puis aussi de vivre ensemble, quoi, qui est profonde. La conclusion, la conclusion de mon mémoire, c'était que oui, les discussions à visée philosophique permettaient vraiment de développer des compétences à part entière, notamment celle du philosophier et dans le langage, la capacité d'écoute. On n'écoute pas. Quand on écoute les conférences de Thomas d'Azinbourg, c'est vraiment ce qu'il dit. Beaucoup de familles vont le voir. En fait, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas écouter. Écouter, accepter l'autre, accepter la différence, accepter qu'un concept peut avoir des volets avec lesquels on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas plus valables qu'un autre. Et oui, apprendre à questionner le monde en fait, à poser des questions, à remettre en question et apprendre d'accepter de changer. Parce qu'en philosophie, les enfants, ils apprenaient qu'ils pouvaient avoir une idée à un moment donné et la changer grâce aux autres, grâce aux idées des autres, et que c'est positif en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas changer, qui ont peur du changement. Et là, ça le rend humain. En fait, on apprend que oui, on a le droit de changer, on a le droit de changer d'avis, et c'est pas parce qu'on s'est trompé à un moment donné, la place de l'erreur, hein, pas parce qu'on s'est trompé à un moment donné qu'on va s'enfermer dans cette image négative de soi, au final. Oui, c'est super intéressant. Mmh. Alors peut-être que parmi les auditeurs, il y a des personnes dans l'enseignement qui souhaiteraient Mmh. amener davantage de collaboration en classe et qui ne sont pas forcément dans les dispositions que tu évoquais tout à l'heure, hein. Je pense au multi-âge ou même à la capacité de se décentrer du programme. Est-ce qu'on peut favoriser en classe la collaboration, la coopération par petites touches avec des actions précises? Ou alors est-ce qu'il faut repenser toute la structure?
Alors, ça nécessite pas de déconstruire. Par contre, ce qui est très difficile pour beaucoup d'enseignants, euh, d'après mon analyse personnelle, hein, je veux pas faire de généralité, mais dans ce que j'ai observé et dans les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que ça demande quand même une certaine déconstruction de la façon de voir l'enseignement. C'est-à-dire qu'on va accepter de prendre plus de temps pour créer du lien dans la classe. On va accepter de prendre du temps pour gérer les conflits. On va accepter de faire l'impasse sur une partie du programme. De se dire oui, parce que clairement il y a des apprentissages qui ne sont pas adaptés à l'âge des enfants, il y a des enfants qui arrivent, d'autres non. Je pense qu'en fait ça me questionne beaucoup, hein, ce que tu dis, parce que dans toutes les écoles où j'ai été, j'ai essayé d'apporter. Moi, j'étais très heureuse de me dire, quand j'ai découvert toutes ces recherches en sciences de l'éducation, il y a tellement de choses à faire. Et en fait, quand on est dedans, c'est très difficile à mettre en place pour beaucoup de personnes. Pour moi, vraiment, il y a besoin d'avoir un travail d'équipe et une cohésion. C'est-à-dire que dans une classe tout seul, c'est pas évident parce que chaque année, on a des nouveaux élèves et il faut recommencer. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place quand il y a une cohésion d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement à peu près équivalent sur les différentes classes de l'école. Ça permet d'avoir toute la phase de apprentissage des règles et du fonctionnement de la classe qui n'est pas recommencée chaque année. Après, il y a beaucoup d'outils qui peuvent se mettre en place très simplement, que beaucoup d'enseignants utilisent. Mais c'est toujours pareil. Euh, Si on utilise un outil sans changer notre philosophie et notre façon de faire, ben, on peut très bien utiliser un tournevis et en faire un marteau. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'utilise plus un marteau qu'on va faire différemment. Donc après, ça demande une capacité quand même à aller toucher du doigt des choses qui sont très sensibles, parce que je pense que c'est un peu comme le corps médical en ce moment qui souffre énormément. Dans l'éducation nationale, il y a énormément de souffrance et c'est très difficile de dire à des enseignants qui déjà font énormément, tu pourrais faire autrement. Donc en fait, ils ont juste envie de nous mettre une claque. Et, Oui, oui, non, mais il ne s'agit pas du tout de mm, culpabiliser les enseignants. Ma question, c'était plutôt pour celui qui oui, a envie d'amener ça dans sa classe, davantage de collaboration, de coopération. Est-ce oui, que c'est possible. c'est Il y a pas mal possible par d'outils. petites Il touches y pour a, commencer? ne serait-ce que, par exemple, le passeport. C'est un outil très intéressant. Les enfants vont poser leur passeport à la table de l'enseignant et l'enseignant les appelle quand c'est leur tour. Ça évite qu'ils restent assis à leur table à attendre. Ils posent le passeport, ils savent qu'ils vont recevoir de l'aide sur ce travail et ils peuvent faire autre chose en attendant. Il y a tout le matériel qui peut être à disposition dans la classe. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place assez facilement. Sylvain Connac avait écrit un livre. Je me rappelle plus le titre, je pourrais te le transmettre plus Peut-être tard. enseigner Où il y sans avait, exclure? C'est possible? je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas il y avait beaucoup d'outils pour transformer progressivement pour apporter des éléments de coopération dans sa classe. Oui, voilà. Après, il y a le livre aussi Apprendre avec les pédagogies coopératives qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'outils pour l'école. Et comme toutes ces recherches sont quand même en lien avec le système ordinaire, ça permet à trouver des solutions pour inclure dans les classes classiques, entre guillemets, des outils pour tendre vers ça. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu recommanderais? Des livres qui t'ont permis de cheminer? Moi, j'avais beaucoup lu les ouvrages de Philippe Mérieux, qui sont très intéressants, très riches. Après, ils ont déjà été nommés dans tes podcasts. Donc, à part apprendre avec les pédagogies coopératives de Sylvain Connac,
Celui-là, je le trouve vraiment synthétique, riche et il y a à la fois des éléments de recherche, donc théoriques, et à la fois des outils très concrets avec des illustrations. Donc, ils ont aidé vraiment pas mal pour tendre vers Ok, ça. super. Bon, c'est le moment de conclure. Je te laisse la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Oui, un mot de la fin. Je dirais que pour moi aujourd'hui, euh, il est important de garder le sens dans ce que l'on vit en fait et d'apprendre à se faire confiance et de s'écouter et d'arriver à faire la part des choses entre ce que l'on s'impose parce qu'il faut et ce que l'on fait parce que l'on est. Et je pense que quand on revient à ça, dans, notamment dans l'enseignement, ben, on est plus à l'écoute de soi et des enfants. Et à un moment donné, ben, ce qui prime, c'est le bonheur, en fait, et de se sentir bien. Et on a toute la vie pour apprendre plein de choses et on n'est pas obligé de passer des heures à apprendre énormément de choses qui vont peut-être nous servir un jour ou peut-être mieux axer les choses sur ben, comment est-ce que je vais permettre à quelqu'un d'apprendre à se connaître, qui il est, de s'enrichir, d'apprendre à connaître ce qu'il aime pas, lui donner les moyens d'aller apprendre et d'aller chercher les informations dont il a besoin pour que ben il soit un adulte épanoui plutôt que ouais, de passer son temps à apprendre plein de choses qui nous serviront peut-être un jour et qu'en plus le jour où on en a besoin on ne s'en souvient pas parce que on Exactement. n'a pas été Oui, c'est vrai que la question du sens est fondamentale. Se demander pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous a attirés là où on est au présent. Mm, mm. Merci beaucoup Nathalie, ouais, c'était tout très à fait. intéressant. Je placerai tes coordonnées sous la vidéo. Merci pour Merci ce à toi moment et Jessie. merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci.